Nada Sahnaoui. Bon, on connaît Camille qui était là ce matin. Oui. Et Nada Sahnaoui est évidemment à deux casquettes, et c'est pour cette raison, pas seulement, mais c'est pour cette raison qu'elle sera là à deux moments de la journée pour deux choses radicalement différentes. La première, alors je ne sais pas qu'est-ce qui a la préséance chez toi, mais pour moi, c'est d'abord une artiste peintre, une installatrice, diplômée de la Sorbonne Nouvelle et d'une école d'art de Boston, dont les œuvres sont dans d'innombrables musées du monde et qui a présenté et monté des œuvres également dans tous les coins de la planète. Et par ailleurs, elle est activiste politique et elle est coordonnatrice générale d'un des plus anciens, mais ça ne veut pas dire qu'il est très ancien, il n'est pas très vieux, mais c'est le plus ancien des mouvements de l'opposition extérieure à la classe politique, donc, et qui s'appelle Beyrouth Madinati, et qui avait à l'origine, qui a mené plusieurs élections contre la classe politique, et notamment les élections municipales de 2016 où Nada était candidate à Beyrouth, n'est-ce pas ? Pour la municipale de Beyrouth. Donc voilà, c'est donc Nada qui est là maintenant pour cette séance-là, pour parler pour utiliser son savoir en tant que militante politique. Un peu plus tard, on en parlera de son travail artistique. Sujet cet après-midi, la crise politique au Liban. Quel est votre regard, vous ? Introduisez-nous un peu ce sujet. Quel est votre regard, votre explication autour de la crise politique, de la crise tout court ? Politique et financière. Oui. Je crois, Sharif, que tu voulais qu'on commence par quelles sont les causes, c'est ça ? Tu avais cela en tête ? L'idée, effectivement, c'était de vous demander à quoi vous imputez les raisons de la crise. Alors évidemment, ce que nous avons vécu depuis 2 ans et demi au Liban, c'est deux choses. Évidemment, c'est la crise économique, politique et sociale, politique, et puis la fameuse explosion du 4 août. Et évidemment, l'une n'est pas la cause de l'autre, l'autre n'est pas la cause de l'une. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est il est certain que l'explosion du 4 août est-elle comme une espèce de résultat, non pas de la crise. Comme ça s'est dit hier assez malencontreusement, la crise n'a pas commencé après l'explosion du 4 août, elle avait déjà commencé, mais l'explosion du 4 août symbolise presque par une analogie poétique, on va dire, c'est horrible de dire ça, mais la crise en elle-même, puisque la crise est le résultat, et c'est ça que je vous demandais, d'une concentration de corruption, de mauvaise gouvernance, qui a finalement explosé. Alors, on pensait que ça exploserait comme ça a explosé lentement, si c'est possible, en crise économique. Or, ça a explosé aussi, littéralement, le 4 août. Alors, hier, on a entendu Shablan Nahas imputer les raisons de cette fameuse crise, dont l'une des manifestations, mais très symbolique, c'est donc l'explosion du 4 août, à des questions essentiellement financières liées aux malversations des banques, et en particulier de la Banque centrale. Alors j'aimerais entendre sans doute d'autres opinions sur les raisons de ce que vous pensez être les raisons de cette crise. Et après on essaiera de voir quelles sont les solutions que vous pouvez envisager en tant qu'activiste politique et en tant que consultant, parce que tu es aussi consultant dans toutes sortes de politiques écologiques et urbaines. D'accord. D'abord dire que je suis ravie d'être ici parmi vous. Merci à Sharif, merci à vous pour nous avoir invités. Je crois... Quand j'étais en train de préparer la séance de ce soir sur mon parcours artistique, le titre était Chronique d'une mort annoncée avec point d'interrogation. Et à fur et à mesure, je voyais que effectivement, c'est presque une chronique d'une mort annoncée. Bon, il y a quelques éléments, quelques points sur lesquels on peut revenir. D'abord, la sortie de la guerre. La guerre civile a duré de 75 à 90. Et à la sortie de la guerre, il y a eu les accords de Taïf. Et quelques clauses des accords de Taïf ont été converties dans une nouvelle ou une remise à jour de la constitution libanaise. Mais que s'est-il aussi passé ? Ce qui s'est passé, c'est que les milices qui étaient en habits de milice avec leurs armes et qui maîtrisaient des quartiers, qui avaient cloisonné la ville en quartiers, ils ont troqué leurs habits de milice avec costume cravate et on leur a livré le pays. Et c'était un troc intéressant pour les chefs de milice
parce que maintenant, ce n'était plus les avoirs de certains quartiers, de certains partis, d'un port ou d'un aéroport, mais c'était tout l'État libanais qui était livré à eux. Et pour cela, ce qui a permis ce passage des miliciens de la rue vers l'État, que ce soit au gouvernement, au Parlement, ou dans les administrations et partout, c'est la loi d'amnistie qu'on oublie parfois, cette loi que le Parlement a votée en 1990 et qui dit quoi? Qui dit que tous les crimes de la guerre sont pardonnés, ont été amnistiés. Ça veut dire que, évidemment, que c'était une condition nécessaire et un processus nécessaire, parce qu'on ne peut pas condamner un chef de milice et en même temps lui demander d'être ministre au cabinet. Donc c'est un peu contradictoire. Donc ça, c'était l'outil nécessaire pour ce passage, je dois dire, malheureux. Et les temps ont prouvé que c'était un passage malheureux. Moi, j'appelle ça une mutation. C'est vraiment naturel. Ils ont muté de chef de guerre en chef politique. Absolument. En concordance, pendant que cette mutation se passait, il y avait, avec la bénédiction de la communauté internationale, notamment des Américains, la mainmise du régime syrien sur l'État libanais. Donc ça se passe en même temps. Et aussi, toutes les milices ont été désarmées, sauf la milice du Hezbollah. Bon, maintenant, il est évident que le Liban a besoin d'organiser une résistance aux agressions et aux invasions multiples israéliennes. Mais il reste qu'une résistance confessionnelle est le meilleur chemin pour une mainmise sur les rouages de l'État. Et 30 ans après, nous sommes tous témoins de cette chose. Donc ça c'est je dirais le troisième point. Donc les structures internes et les mainmises externes. Et le Hezbollah, comme on le sait, est financé par l'Iran des mollahs. C'est pas un secret, c'est lui qui dit mes habits, ma nourriture, mes armements viennent de l'Iran. Il faut juste rappeler que la Syrie était là et elle a été officialisée dans son rôle de tuteur du Liban, en fait, qui était une occupation à la sortie de la guerre, c'est ce que tu as voulu dire. Mais ils n'étaient pas seuls. Il y avait la Ligue arabe qui avait envoyé des contingents de plusieurs pays. C'est ancien. Tu avais des Saoudiens. En 90, il n'y avait plus que la Syrie. Mais l'autre aspect, la question du Hezbollah, c'est important aussi, c'est que le Hezbollah a été considéré comme le seul à pouvoir conserver ses armes parmi les milices parce qu'il luttait contre Israël. Absolument. Ça, c'est l'argument que nous avons tous accepté, mais qui est en fait une vaste supercherie et une escroquerie, parce qu'en réalité, c'était le cheval de Troie de la Syrie au Liban. La Syrie, sachant que si un jour elle devait se retirer, ce qui est arrivé, elle gardait dans le pays un agent armé, qui est le Hezbollah, c'est ce qui s'est produit. C'était juste pour... Absolument. Et d'ailleurs, historiquement, on voit que quand il y a des résistances, elles finissent, elles, à l'occupation, elles finissent, elles, par prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. En parallèle à tout cela, il y a Rafik Hariri, avec ses alliés, qui organisait les affaires de l'État. C'est-à-dire, il y avait comme une entente, le Hezbollah et les Syriens, les Iraniens s'occupent d'affaires étrangères et de faire la politique étrangère du Liban. Et M. Hariri s'occupe des affaires de la gestion quotidienne de l'État, et qui était basée sur un État rentier. C'est-à-dire que les familles peu aisées envoyaient leurs enfants travailler à l'étranger, et les rentes, les familles peu aisées vivaient de ces salaires qu'on envoyait au Liban, et les familles aisées qui avaient donc un capital mettaient leur argent dans des banques, et avec les taux d'intérêt étaient les plus élevés au monde, certainement. Et donc, c'était une économie de rente. Donc, on a dit hier que 85% de ce que consomment les Libanais sont importés et non pas produits localement. Et donc, il n'y a pas eu un investissement dans les infrastructures. Il y a eu 40 milliards de dollars dépensés, par exemple, pour l'électricité du Liban, et on est aujourd'hui sans électricité. De la même façon, la gestion catastrophique et déplorable des déchets solides qui a suscité la première
on va dire, la première rébellion, les premières manifestations en 2015, avant que notre parti ne se forme en 2016, avant que Beyrouth Madinati ne s'organise en 2016 pour les municipales, en fait, on a vu des photos, on se connaissait pas encore, mais on était tous en 2015 éparpillés dans les manifestations et après on s'est rassemblés sur un programme municipal. Donc la gestion des déchets solides est un exemple, un textbook à enseigner à ce qu'il ne faut pas faire. Les différents partis politiques, ils ont leurs hommes d'affaires, les mafieux, qui ont pris l'option de tout aux décharges. Donc on met tout à la décharge, on ne sépare pas les poubelles, on ne crée pas une industrie de recyclage alors que le monde entier le fait, c'est pas des choses impossibles. Il n'y a pas inventé la poudre, il faut juste faire ce qui a réussi ailleurs. Et donc les décharges se remplissent à une allure assez rapide, c'est-à-dire quand on met 100% ou 95% des déchets dans les décharges, et c'est des décharges qui ont coûté des centaines de millions de dollars, et on se retrouve aujourd'hui avec des décharges pleines, avec un système qui est défectueux pour gérer les poubelles. Aujourd'hui, les poubelles sont de nouveau dans les rues de Beyrouth. Et nous, enfin, on a eu 40% des voix en 2016 de la ville de Beyrouth. On a été, moi je faisais partie de la délégation qui a été voir la municipalité en leur disant voilà notre plan, on vous aide à l'appliquer, rien du tout, parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Mais justement, comment est-ce qu'il y a de l'argent? C'est ça qui serait intéressant. Les décharges, ça coûte très cher. Les partis au pouvoir se sont partagés le magot de la poubelle. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que même sur la poubelle, ils ont réussi à se faire de l'argent. Et même, par exemple, cette société Souklin qui avait le contrat, c'est le contrat de la tonne la plus chère au monde. On payait $120 la tonne pour les enfouir. C'est-à-dire que dans le monde, ça n'existe pas. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, je suis sûre que c'est bien géré et que ça coûte nettement moins que ça. Donc c'est complètement surréaliste. Ça coûtait très cher parce que c'était la clientèle d'un homme au pouvoir à qui on a donné. Donc les adjudications ne sont jamais faites réellement. De manière transparente. L'opacité règne absolument. Et donc quand on donne quelque chose à une société, on est sûr, mais systématiquement, c'est presque un réflexe libanais. Ah oui, cette société a obtenu cette adjudication, c'est sans doute parce que son patron a été un client de tel ou tel homme politique, son cousin, son neveu ou son beau-frère. Mais pour la question de l'électricité, tu nous as pas dit les 40 milliards de dollars, ils sont passés où? Parce qu'hier, évidemment, une des options proposées par Charles Belnahas, c'était que, en fait, si l'électricité n'a jamais été restaurée, c'est que les banques ne voulaient pas sortir de l'argent s'il n'y en avait plus. On n'est pas tous nécessairement d'accord avec... Je pense que c'est une vue un peu partielle de la situation. Il y a des cartels du mazout, il y a du cartel qui veulent absolument, le cartel des moteurs, parce que on a tous des générateurs, on a tous des abonnements dans des générateurs, comme l'EDL, l'électricité du Liban ne nous donne pas 24 heures sur 24. Donc il y a tous ces cartels là qui sont en connivence, ou qui sont les hommes de main des hommes politiques, et ils se partagent le pactole à tous les niveaux, que ce soit les décharges, que ce soit le mazout, que ce soit les générateurs. Et donc, je pense que c'est par exemple, le scandale des bateaux qu'ils ont fait venir pour donner de l'électricité, mais on a loué des bateaux turcs pour venir donner de l'électricité. On a loué des bateaux turcs alors que c'était moins coûteux de construire une usine. Maintenant, et les usines à gaz, on bloque le gaz parce que le gaz c'est moins cher, il n'y a pas possibilité de corruption en important le gaz. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec 40 et même un peu plus aujourd'hui, peut-être on est même à 50 milliards de dettes d'EDL et on est sans électricité. Aussi en même temps, ce qui se passait quand Rafik Hariri était Premier ministre et M. Signora était son ministre des Finances, il y a eu un passage au Parlement à la va-vite d'une loi qui a décidé que la dette publique libanaise ne devait plus se faire justement en LL, mais en dollars. Alors qu'avant, elle se faisait en livres libanais, c'est-à-dire que l'État est essentiellement endetté auprès des banques libanaises. Et donc, la dette était une dette interne en livres libanaises, et M. Hariri, avec son ministre des Finances, ont décidé que la dette devrait se faire dorénavant en dollars, et c'était comme ça avec
Berry, le président du Parlement, il y a eu comme ça, ils ont fait passer cette loi à la va-vite. D'ailleurs, je pense que c'est une des choses les plus absurdes peut-être de ce oui, système. absolument. Un pays qui s'endette et qui crée sa dette dans une devise dont il n'est pas maître. C'est comme si la Suisse... À un moment donné, il y a une crise, il ne peut plus émettre des billets. Oui, mais donc, c'est comme si la Suisse s'endettait en dollars. C'est ridicule. Au livre libanais, c'est complètement... C'est absurde. On est dans le monde du non, mais il y avait une réel. raison pour ça. Il y avait une raison pour laquelle ils ont fait ça. Oui, parce que je pense qu'ils obtenaient ils voulaient des dollars. Ils voulaient des dollars pour financer les dépenses et pour financer la corruption. C'est-à-dire, c'est pas intéressant de voler en livre libanaise. Ils voulaient absolument voler avec une monnaie solide et se remplir les caisses. Et il faut se souvenir aussi qu'en 90, 91, à la sortie de la guerre civile, le Liban, alors qu'il n'y avait pas de collecte d'impôts, alors que les milices avaient mis la mainmise sur le pays, avait 1,2 milliard de dollars de dette. On est aujourd'hui au bas mot à 80 milliards et peut-être à 125 milliards. Je ne suis pas économiste, mais ça, c'est les chiffres qui circulent. Et aussi, le dernier pilier de cette mise en scène macabre, c'est le système judiciaire. Le système judiciaire est entièrement inféodé à la classe politique et à l'exécutif. On nomme, si le juge ne nous plaît pas, on peut le retirer, le nommer ailleurs. Le Conseil constitutionnel est nommé à moitié par le cabinet, donc c'est tout un trafic. Et donc il a été impossible au Liban de juger, de faire des enquêtes. Il y a des journalistes qui font des enquêtes, des journalistes absolument brillants, qui font des enquêtes absolument magnifiques qu'on regarde, nous, à la télévision, et on dit, mais c'est fantastique comment ils ont pu obtenir ces résultats, ces informations, mais ça ne va nulle part. Voilà.